Eh bien non, on y va. On démarre. Bonjour Marie Nimier. Bonjour. Je vois qu'il y a du public là-haut. Si vous voulez pas descendre? Non, vous êtes bien. Okay. Moi, je suis ravie de... Ah oui, certains sont timides. Je suis ravie de rencontrer et de discuter avec vous. Et d'autant plus ravie qu'on s'est rencontrés il y a quelques années, mais il y a longtemps. Et je suis heureuse de parler avec vous autour de ce livre-là, Confidence tunisienne, qui est votre dernier ouvrage, qui paraît peut-être être le plus éloigné, on va dire, de ce que vous faites d'habitude, de votre vie de femme et d'écrivaine, quoique. Je dis ça parce que ce livre-là, finalement, en recueillant la parole des autres, puisque c'est ça, vous avez recueilli, et vous expliquerez la façon dont vous l'avez fait, et l'endroit où vous étiez, et comment ça s'est fait, sur 2 mois à peu près, la récolte de confidences de personnes extrêmement différentes. Et finalement, en étant une oreille, et en retravaillant les textes qu'on vous a confiés, je crois que vous dites peut-être beaucoup de vous. Ou en tout cas, en vous mettant dans la posture de l'oreille, en étant finalement un miroir, je crois qu'en tant que lecteur, on peut très facilement retourner le miroir. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai lu de cette manière-là, mais je l'ai lu aussi parce que dès la préface de Confidence tunisienne, vous faites référence à un autre livre qui a été éminemment important dans votre vie et dans votre vie d'écrivaine, qui est un livre qui a reçu aussi beaucoup de presse et beaucoup de prix. Je dis beaucoup, peut-être au moins un le plus important, qui est La Reine du silence, qui est un livre où vous racontiez non pas l'histoire de votre père, Roger Nimier, mais plutôt l'espace qu'il avait laissé, ou le silence, ou la distance, là aussi, qu'il avait laissé avec vous, petite fille, et vous, devenue femme. Et vous dites aussi, dans ce livre-là, dans La Reine du silence, que vous avez commencé à écrire à l'âge de 26 ans, qui était l'âge qu'avait Roger Nimier lorsqu'il a publié Enfant triste, qui était un de ses ouvrages les plus importants. Je dis ça parce que vous mentionnez ce livre-là dans Confidence tunisienne, puisque lors d'une rencontre, vous rencontrez une femme qui a envie de vous confier sa vie. Ça veut dire aussi que La Reine du silence a entraîné quelque chose, a entraîné peut-être une autre façon d'être, une autre façon d'écrire, une autre façon d'écouter, et peut-être une autre façon d'être au monde. Alors ça, c'est ma lecture, et vous me direz. En tout cas, à travers les Confidences tunisiennes, ce sont des confidences, ce sont des vies que vous récoltez, des histoires toutes très différentes, mais qui font aussi, en plus de faire écho peut-être à vos propres interrogations, vos propres vies, votre propre travail, mais qui font en plus de ça le portrait, je crois, d'un pays, d'une façon très particulière, en montrant d'autres choses, d'autres façons d'aborder ce pays. Ce n'est pas un livre géopolitique, c'est un livre géo-intime, on va dire ça comme ça. Mais voilà, beaucoup de choses dans Confidence tunisienne. C'est un puzzle, comme vous avez tendance aussi à le faire. Je crois que tous vos livres constituent des pièces de puzzle. Peut-être c'est un peu le travail que font tous les écrivains. Mais c'est un puzzle de vie qui constitue peut-être plusieurs images. Voilà, je vais le présenter comme ça. Je ne sais pas si vous serez d'accord. Alors peut-être qu'avant de me répondre, on peut peut-être entendre justement la préface, ou le début de la préface. La première fois que je suis venue à Tunis, c'était pour la sortie de La Reine du silence, il y a plus de 15 ans, oui, même 20 ans maintenant. J'allais quitter la librairie quand une femme est venue vers moi. Elle portait une robe verte, ceinturée à la taille, assez courte. Elle ne voulait pas de dédicace, non, elle voulait m'inviter à dîner. Elle avait des choses à me raconter. Je l'ai beaucoup remerciée, j'étais touchée par son invitation. Mais je partais le jour même. Elle a insisté, il suffisait de changer mon billet d'avion. Était-ce si compliqué? J'étais la personne qui devait écrire son histoire. C'était comme ça, le mektoub. J'étais fatiguée, j'ai répondu que je devais récupérer mon sac dans la réserve de la bibliothèque, de la librairie qui allait fermer. La femme en vert a haussé une épaule, puis les deux. Va, va, elle a murmuré, et elle a glissé La Reine du silence sous la ceinture de sa robe en prononçant quelques mots en tunisien. De ce geste inattendu, je me souviens avec une étrange précision, comme si c'était moi
qui écartait la ceinture avec le pouce de ma main gauche et glissait le livre de l'autre main. Ce soir-là, j'ai mis longtemps à m'endormir. Quand on m'a proposé de venir en résidence d'écriture à la Villa Salammbô, près de Tunis, à la fin du dernier confinement, j'ai repensé à la femme en verre. En affichant mon appel à confidence dans la librairie où nous nous étions rencontrés, elle me ferait peut-être signe et m'offrirait l'occasion de reprendre le fil, là où il s'était cassé. Pendant 2 mois, j'ai recueilli des histoires, des rêves, des secrets. Ici, m'avait averti une amie tunisienne, il y a beaucoup à cacher. Et qui dit beaucoup à cacher, dit beaucoup à raconter à quelqu'un qu'on ne reverra jamais. J'ai pensé un temps mettre la femme en verre au centre de mon livre, l'utiliser comme un moteur, en somme, un fil conducteur. Au début, chaque fois que le téléphone sonnait, je me disais que c'était elle, que j'allais reconnaître sa voix, savoir enfin ce qu'elle voulait me raconter, mais non. Un autre récit s'imposait, de nouveaux personnages, de nouvelles situations. De confidence en confidence, le verre de sa robe s'est estompé. Et moi aussi, peu à peu, je me suis effacée derrière les histoires des autres. Tout m'intéressait, oui. Tout était intéressant. La femme en verre était partout. Elle est partout. Il suffit de tendre l'oreille. Alors j'y vais de mes questions. Mais la femme en verre est partout. Est-ce que vous aussi êtes partout? Pardon de commencer par quelque chose. Alors c'est pas une question de l'ordre de l'intime, puisqu'il est question de silence aussi, que la reine du silence, c'était le nom que vous nous avez donné, Roger Nimier. Est-ce que le silence, c'est déjà une des premières choses que vous questionnez? Oui, enfin, disons que le silence, c'est ça qui permet les confidences. C'est-à-dire, c'est le plein et le creux, ou je ne sais pas, c'est le vase qui accueille ce bouquet de paroles. C'est-à-dire que ces confidences, je les ai recueillies. Donc, j'avais mis une petite annonce, les gens venaient téléphoner, ils prenaient rendez-vous avec moi, soit me confiaient des choses par téléphone, soit venaient me voir. J'étais aussi souvent assise donc, à la terrasse d'un café, et tous les dimanches, et les gens m'avaient repéré, et puis venaient me rapporter des histoires. Et donc le silence, c'est fort, le silence de quelqu'un, c'est-à-dire de ne pas vouloir rentrer dans la question, dans la conversation, dans l'amitié avec quelqu'un même. C'est-à-dire juste être là et donner aux autres la possibilité de vous raconter quelque chose sans leur tirer les verres du nez du tout, sans essayer d'aller plus loin, sans essayer de leur extorquer des secrets ou des choses qu'ils ne voudraient pas dire. Non, j'étais vraiment là pour recevoir. Donc si le silence est une parole importante, disons, enfin, est une façon d'être au monde importante. Alors vous recevez beaucoup, vous rentrez avec beaucoup d'enregistrements, beaucoup de notes, beaucoup de choses. Et qu'est-ce que vous en faites après? Parce que vous allez tout réécouter et remodeler, oui, et façonner, parce que vous êtes écrivaine, et non pas simplement journaliste. Voilà, journaliste. Enfin, on ne va pas dire simplement, mais disons... Je ne suis pas journaliste, je ne suis pas psychologue non plus d'ailleurs, ni curé, enfin je ne crois pas. Et donc j'ai cette place très particulière de celle qui travaille avec les mots, de celle qui travaille avec son imaginaire, celle qui travaille avec sa plume. Et donc c'était très clair dans le texte de présentation, qui n'est pas dans la partie de l'introduction que je vous ai lue, mais c'est dans le livre, que je disais aux gens, voilà, vous allez m'apporter, si vous voulez, apportez-moi une chose de votre vie, un souvenir, un rêve, un désir, l'histoire de quelqu'un d'autre, n'importe un récit, ce que vous voulez, court, long, ce que vous voulez, vrai, faux, ce que vous voulez. Et moi, vous me le donnez, et moi, j'en ferai autre chose. C'est-à-dire, je vais en faire autre chose, parce que déjà, je vais le rendre totalement anonyme, pour pas qu'on puisse vous reconnaître, ce qui, dans un pays comme la Tunisie, est très important, où il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire, hein, parce qu'elles sont passibles, parce que, voilà, elles sont hors la loi, tout simplement, ou alors elles vont faire exploser la famille, et beaucoup de secrets, en effet, et de double parole, disons.
Donc déjà, en rendant les confidents anonymes, je leur offrais une grande liberté, mais aussi je leur offrais de la fiction, enfin l'idée qu'ils rentraient dans un texte de fiction. Alors bien sûr, quand je dis que je réinvente les histoires, c'est pas tout à fait vrai. Les gens m'ont réellement raconté des choses que j'ai repris presque parfois telles quelles. Mais parfois aussi, si 3 personnes me parlaient du même sujet, je vais prendre ces 3 personnes, ces 3 paroles, et je vais en faire un personnage. Je vais tirer une phrase ici, une phrase ici. C'est-à-dire que je vais vraiment faire un travail d'écrivain. Comme un travail comme dans les rêves, on condense, on décale, j'étais en tout cas, les gens qui s'étaient confiés à moi m'avaient donné cette autorisation-là. Voilà. Il se trouve que ce travail, je l'avais fait en France aussi. Et en France, je m'étais autorisée à beaucoup de décalage, parce que la France, c'est un pays que je connais bien. C'est le pays dans lequel j'ai vécu la plupart de ma vie, et je suis née ici, donc je peux me permettre d'imaginer beaucoup de choses dans mon pays. Quand c'est plus mon pays, quand c'est plus ma culture, quand c'est plus ma religion, quand c'est plus... Voilà, je suis beaucoup plus attentive et délicate par rapport à ce qu'on me donne. Ça veut dire que vous avez, le fait d'être dans un pays qui n'est pas le vôtre, donc d'être étrangère finalement de ce pays, vous a laissé, vous, peut-être moins de liberté, ou en tout cas un travail différent par rapport à l'écriture? Oui, j'ai été beaucoup plus à l'affût, à l'écoute, pour être... et puis après j'ai écrit ce que je devais écrire, puis j'ai fait relire aussi, etc. C'est-à-dire que j'étais quand même... fallait pas se tromper, quoi. Parce que ce sont les gens, il y a une 50aine de personnes qui parlent dans ce livre, des gens qui disent des choses opposées. Il y a quelqu'un qui va dire blanc, l'autre va dire noir. Et évidemment, ça va faire, il y aura des contradictions dans le livre même, mais il faut qu'elles soient. Et puis, il y a aussi des expressions, il y a des mots, il y a un peu de tunisien dedans, il y a un peu de voilà. Et tout ça, il fallait que ce soit lisible là-bas et que ça fasse pas sur. Moi, je disais que ça faisait presque aussi le portrait d'un pays. Est-ce que ça vous a surpris, vous aussi, après avoir recueilli ces confidences, de vous rendre compte que ça parlait beaucoup, beaucoup de ce pays, de la Tunisie, parce que les sujets abordés, c'est la place des femmes, c'est l'homosexualité, c'est la question de la mort, c'est la question aussi de la maladie mentale, de la politique, de la liberté, c'est tout ça qui est abordé. Quand on finit le livre, on a l'impression, effectivement, d'avoir touché un peu ce qu'était ce pays et son histoire. Alors, c'est ce que disent les Tunisiens qui l'ont lu, ou les journalistes tunisiens qui l'ont critiqué. Donc, s'ils l'ont dit eux-mêmes, je pense que je peux le reprendre à mon compte, mais c'était pas ça. Au départ, c'était quand même pas ça mon projet, quoi. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus modeste que ça. Enfin, c'est une expérience, c'est un peu une expérience littéraire. Qu'est-ce qu'on va me raconter? Et puis, comme la plupart des confidences étaient recueillies en français, évidemment, puisque c'est plus facile pour moi. Certaines étaient en tunisien, et j'avais quelqu'un qui me traduisait, mais c'était quand même... la plupart des gens sont venus m'en parler en français. Évidemment, ça donne un certain visage aussi de la Tunisie. Donc je ne pouvais pas me dire je vais parler de la Tunisie. Non, je parlais des... Enfin, c'est une expérience. Voilà, pour moi, c'était une expérience. Alors après, tant mieux si ça... Enfin, je ne vais pas dire faire le portrait, ça donne des visages plutôt que des portraits. Enfin, c'est plutôt des... Oui, c'est très personnel. Chaque témoignage est très personnel. C'est très intime. Oui, très intime. Vous avez fait le choix, pardon, de revenir encore sur la place du père, parce que l'enfance, les relations, la transmission aussi a beaucoup de place. Oui. Et vous avez choisi de démarrer, parce que ça c'est un choix que vous avez fait, de démarrer quand même avec la question de la place du père, et d'un père silencieux qui n'arrivait pas à trouver sa place à côté de sa femme, et et c'est une confidence qui vous est faite par le fils, et qui parle de son rapport au père. Moi, pour le coup, j'appuie encore la question de la reine du silence et de la question de la transmission. Ça, c'est quelque chose que vous creusez tout de même, Marie Nimier. Et ça, c'est vrai que là, on peut voir que j'ai choisi de garder aussi ces histoires de pères incapables de transmettre leur amour, d'exprimer leurs émotions.
Et cette histoire m'a été racontée plusieurs fois par des hommes. J'ai eu beaucoup de confidents hommes, en fait. Ce qui était très différent en France, c'était presque que des femmes. Les hommes, j'ai dû les inventer, quoi. Mais là-bas, c'était vraiment, je n'ai pas compté, mais c'était au moins autant d'hommes et qui me parlaient de façon très intime et très souvent de leur rapport au père. Donc évidemment, je me suis emparée de ça parce que ça m'intéresse. Les choses qui m'intéressent, je les entends mieux, probablement. Et donc, j'ai été intéressée par toutes les histoires des femmes et de la place de la femme dans la société, etc. Mais j'étais aussi très touchée et très intéressée par tous ces hommes qui venaient me dire, et en pleurant, que leur père ne leur avait jamais dit « je t'aime » ou n'avait jamais su... voilà. Et il y a plusieurs histoires comme ça. On pourra peut-être... en lire une, voilà, pour donner un exemple, et que j'ai gardé. Et volontairement, le thème se répète. J'aurais pu me dire, j'en garde une seule sur toutes, mais toutes me touchaient énormément, et tous ces messieurs qui me parlaient de leur papa, ça m'a beaucoup touchée aussi. Ouais. Alors, de leur papa, d'autres de leur rapport aux femmes aussi. Il y a quelque chose, il y a une phrase qui m'a touchée dans une des confidences, c'est cette femme qui vous dit « Tu sais, ce qui m'étonne, c'est que je te racontais tout ça sans pleurer. » Je t'en ai parlé tranquillement, c'est le bon côté des confidences. Quelqu'un t'écoute, ton épreuve devient intéressante, moins dramatique, moins affligeante, et le temps que tu prends à trouver les mots justes, tu ne les utilises pas à te faire du mal. Et je me suis dit, mais oui, c'est ça une confidence. Et je trouvais qu'elle touchait peut-être juste ce que vous cherchiez aussi, et pas de larmes, effectivement, et cette place que laissait la confidence à quelque chose d'autre et qui permettait justement la parole. Oui, alors ça, c'est d'autant plus touchant ce que vous reprenez là, ces quelques mots, parce que cette jeune fille, c'est une très jeune fille. Sa confidence, je l'ai recueillie par téléphone, donc je ne la connaissais pas, mais elle m'a parlé 2 heures à peu près, et d'un je sais pas, elle n'avait jamais prononcé le mot de viol, mais d'une agression dans un train au lendemain de la Révolution. Et où se pose non seulement, il y a le récit de l'agression, mais ce qui est très intéressant, c'est aussi se pose la relation entre les jeunes et les plus vieux, et les personnes âgées et les plus vieux que soi, que l'on doit respecter. C'est-à-dire qu'elle me disait, mais moi, j'ai rien pu lui dire parce qu'il était plus âgé. Et nous, ici, les personnes âgées, on les respecte. Et on peut pas s'opposer à elle. Et ça m'a... Tout d'un coup, j'ai vu les choses d'une autre façon, en fait, quand elle m'a raconté ça comme ça. Toujours est-il qu'elle me raconte, vous lirez, si vous lisez le livre, elle me raconte avec beaucoup de sensibilité, mais une émotion, comment dire, une émotion contenue, en effet. Elle tenait vraiment à me raconter chaque détail des choses, comme cette chose du rapport aux aînés, par exemple, qui pouvait parler aussi bien du pays que d'elle-même. C'était pas seulement sa petite histoire d'agression, etc. C'était le rapport avec sa mère aussi, qui a décidé de porter plainte, ce qui est quand même un truc très courageux, parce que là-bas, une fille qui a été touchée, qui a été abusée, etc., on dit c'est une fille cassée, on dit. Elle est cassée. En fait, elle est foutue. Enfin, je dirais, elle peut plus se marier, elle peut plus, etc. Donc, le fait de porter plainte, c'était un acte très courageux. Et donc, cette jeune fille, je l'ai rencontrée il y a quelques jours parce que j'ai été faire avec une comédienne, Nedra Yadi, une lecture de ses confidences à Tunis. Et elle était dans la salle. Donc, elle est venue à la fin. Elle avait un cadeau pour moi. Et je lui ai donné le livre, et elle m'a envoyé, je lui ai laissé mon téléphone, et elle m'a envoyé une photo de elle dans le train du retour, donc dans un train qu'elle a plus pu prendre pendant des années après ce qui lui était arrivé, mais là elle reprenait ce train avec le livre. Et elle m'envoyait ce message en me disant qu'elle était fière d'elle. C'est-à-dire qu'elle lisait son histoire dans un livre, dans le train, et ça se terminait par « Je suis fière de moi, point, je suis fière de toi, point ». Waouh, c'était très fort, et je pense que sans avoir à expliquer plus, ça donne un peu l'idée de ce que ça peut être une confidence, en fait. Cette place-là, comme ça, c'est-à-dire que c'est vrai que j'ai
j'ai rapporté ces mots, mais j'ai quand même réécrit des choses. Enfin, elle est devenue un personnage aussi. C'est devenu une histoire. Mais pour elle, c'était important que ça devienne une histoire, que ce soit décalé. Ça lui donnait une place, quoi. Mais est-ce que c'est pas la place de la littérature et de l'écriture, finalement? Parce que quand vous dites ça aussi, c'est faire d'une histoire qu'on vous a confiée finalement un personnage et faire littérature. Et du coup, ça fait miroir, parce que la littérature, c'est aussi ça, c'est, je crois, un miroir presque ou déformant, et qu'on peut retourner plusieurs fois. J'aimerais que vous me donniez justement, vous, la définition, peut-être que vous n'en avez pas d'ailleurs, de la littérature, en tout cas, comment vous vous êtes placé dans l'écriture. Ce que c'est pour vous et ce que ça veut dire au fil des années. Est-ce que ça a changé? Est-ce que cette place a changé aussi ou pas du tout? C'est difficile de répondre. Je ne sais pas très bien répondre à ça. Il faudrait appeler Dany, je suis sûre qu'il a une histoire. Il aurait une histoire. Il y a quelque chose pour... Non, je vais y réfléchir, mais je suis sûre que je saurais vous répondre dans quelques heures. Mais fois. Là, pour faire écho à ce que vous dites, ou la place, il y a un autre témoignage qui, moi, m'a touché beaucoup, qui s'appelle La mort de Lina. Ah. Et c'est quelqu'un qui vous dit: j'aimerais te confier ma peine, et que tu parles de mon amie Lina, que tu lui fasses une petite place bien au chaud entre les pages de ton livre, tellement de risques elle a pris pendant la dictature, etc., etc. Moi, je trouvais aussi, là aussi, ça faisait écho, c'est laisser la place à des histoires fortes. Oui, donc Lina était une militante formidable, quoi, une figure de la contestation. Elle est morte d'une maladie. Hein. Elle n'est pas morte incarcérée ou sous les... Mais jusqu'au bout, elle s'est battue. Et là-bas, les cercueils sont toujours portés par les hommes. Hein. Les femmes n'ont pas le droit d'aller à l'enterrement. Elles sont gardées en dehors de cette chose-là. Et là, c'était ses amis qui ont porté son cercueil. Donc c'était très 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 fort, quoi. C'était un moment très fort. Il y a une célèbre chanteuse aussi qui a chanté à ce moment-là. Il y avait son père qui était là, qui était un des fondateurs de la branche d'Amnesty International tunisien. Donc c'était vraiment un grand moment qui est resté. Voilà. Quelqu'un vient me dire, voilà, j'aimerais que dans ton livre on parle de ça, parce que elle qui portait le cercueil, à un moment évidemment il y avait des intégristes qui étaient là et qui l'ont insultée, quoi. Il dit tu es une chienne, tu dénatures, voilà, etc. Et voilà, c'est cette histoire, quoi. Et elle reste le regard en avant. Et elle dit, c'est ce que Lina aurait aimé, quoi, parce qu'on n'a pas de temps à perdre, quoi, la société a changé. Et j'ai trouvé ça c'est très présent en Tunisie. Les femmes combatives, les femmes sont vraiment impressionnantes. Déjà, le statut de la femme est le statut le plus avancé dans le Maghreb depuis longtemps. Sous Bourguiba, il y a eu des lois très progressistes qui étaient bien en avance par rapport aux coutumes. Les coutumes restent là, c'est comme des freins encore aujourd'hui, mais les lois sont... on ne peut pas harceler quelqu'un dans la rue, etc. etc. Non, il y a vraiment toutes les lois qu'il faut, et grâce aussi aux femmes qui continuent à se battre. Et voilà, reste beaucoup de problèmes à résoudre, comme les lois sur l'homosexualité et sur l'héritage. C'est toujours puni d'emprisonnement. Homosexualité féminine et masculine, ouais. Puni d'emprisonnement, adultère puni d'emprisonnement. Ouais. Quel rapport? Vous êtes allé dans un pays qui était étranger, vous avez recueilli des paroles, et quand je vous entends là, je pense que dans le public aussi, on vous entend, j'ai l'impression qu'il y a un attachement qui s'est fait, bien évidemment, avec ces personnes qui vous ont confié leur histoire, mais presque un attachement au pays. Il y a quelque chose qui s'est fait après ça, où je me trompe, parce que je vous entends, je vous ai lu, et je crois qu'il y a quelque chose qui se fait, qu'on a l'impression qu'il y a des choses qui vont... Il y a un après. Oui, en fait, je sais pas, je me suis vraiment liée aux gens qui sont venus en chair et en os me parler, et même les gens que je n'ai jamais rencontrés, donc pas de visage ni rien, mais il y a des liens très très forts qui se sont noués, parce que j'ai trouvé des gens qui avaient une générosité, une confiance, une force, peut-être aussi ils avaient un besoin de déposer leur histoire, et moi j'avais envie de les entendre. Il y avait quelque chose de très fort qui se tissait entre nous.
Et donc, c'est vrai que je suis tombée un peu amoureuse de mes confidents et de mes confidentes. Il y a eu une espèce de transfert, comme ça. Je parlais de psy tout à l'heure. Alors, j'étais pas là pour les soigner. J'étais pas là pour leur apporter même une parole de réconfort. Mais il y a eu quelque chose de très, très, très fort entre nous et qui s'est révélé bien réel. C'était pas vraiment un fantôme, parce que quand j'y suis allée la semaine dernière et que dans la salle il y avait quand même pas mal de confidents qui étaient venus et qu'un par un, voilà, et il y a quelque chose de tellement chaleureux, tellement sensible qui c'est c'est inouï, en fait, cette façon d'être au monde, quoi, de pouvoir recueillir des paroles de gens qui viennent vous apporter, mais que parfois sont des choses insignifiantes, hein, sont des toutes petites choses. Il y a une femme une femme d'un certain âge, qui me raconte comment elle chassait les mouches quand elle était petite dans la maison de vacances. Mais c'était génial parce qu'elle chassait les mouches. Alors déjà, il n'était pas question de les tuer. Pourquoi les tuer? Non, alors on les sortait de la chambre avec des serviettes et puis on les chassait avec des invectives. Et là, c'était le moment où les petites filles avaient le droit de dire les pires horreurs et les pires... Et la langue tunisienne est très imagée, très, très, très inventive. Donc je pense qu'elle m'a traduit un petit peu les insultes, mais c'était vraiment très drôle. Et elle garde de ce moment-là. C'est toujours la même chose. On raconte quelque chose de petit, souvent, et ça raconte de petit ou de dramatique, ça, mais qui pourrait, passer comme une anecdote, quoi. Et on peut le raccrocher au pays, on peut le raccrocher à la place de la femme de la société, à la place de l'enfant, à la fantaisie, à l'humour aussi des Tunisiens qui ont vraiment une façon d'être au monde assez particulière. C'est un pays vraiment difficile, quoi. Oui. On va dire c'est pour le moins difficile politiquement, économiquement, mais on a des gens qui sont avec une telle une force, quoi, une force de combat, une générosité, un sourire incroyable, et puis ils étaient là, ils m'ont accueilli, et ils ont accueilli le projet comme je n'ai pas du tout senti en France. En France, alors on se méfie, alors pourquoi vous faites ça, comment vous avez ceci et cela. Non, là-bas c'était oui, oui, alors quand est-ce que je peux venir, quoi. Il y a eu un engouement, quoi. Il y a eu un engouement. Et j'étais surprise de voir que cette condition de la transformation que je posais dès la base de la chose, c'est-à-dire je ne vais peut-être pas raconter ce que vous me racontez, je vais peut-être raconter autre chose, je vais juste me servir de... Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est quelque chose qui vous convient? Oui, me dit le poissonnier à qui j'achetais depuis déjà un mois le poisson. Je n'avais pas encore osé lui parler des confidences, mais il y a un moment, je lui ai dit quand même, j'ai dit, vous savez, je suis là parce que, tu sais, parce qu'on se tutoie, tu sais, je suis là parce que j'écris quelque chose. Est-ce que tu aurais quelque chose à me raconter et tout? Et je lui explique ça. Il me dit, oui, c'est normal. Moi, je te vends les poissons, tu les manges pas tout cru, quoi. Tu vas les cuisiner. Donc, il y a une espèce de compréhension de la chose qui n'était pas du tout évidente en France, où il y a la vérité, pas la vérité, etc. Là, ce terrain de la fiction était... c'est pour ça que je me suis sentie si bien avec ces gens, je crois, et avec ces gens qui sont venus me parler. Parce et que vous cuisinez très bien. L'enfance est présente, hein. Beaucoup d'histoires qui concernent l'enfance. Ça, assez souvent, les confidences qu'on fait, j'imagine. Il y a aussi ce rapport, cette jeune fille qui vous parle d'une anecdote enfant et qui vous dit finalement, on ne fait pas assez confiance aux enfants, on les accable d'attention, on les aime, on les adore, mais on tisse autour d'eux tout un monde de superstitions pour qu'ils marchent dans le droit chemin. Ça m'a aussi beaucoup touchée. Finalement, ça fait aussi beaucoup écho à ce que peut-être nous, on se pose comme question. C'est aussi à partir d'histoires intimes, très personnelles, quelque chose qui fait universel. C'est aussi la force de la littérature, c'est que à travers d'autres histoires, on retrouve nos propres histoires et on se souvient de certaines choses et on a peut-être envie de confier des choses après vous avoir lu. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, moi j'aimerais que chaque personne en fait, ça m'arrive d'ailleurs d'avoir des lecteurs qui me disent « Ah, c'est dommage que je ne vous ai pas rencontré au moment où vous recueillez des... » Parce que c'est un moment précis où je recueille, c'est un moment fermé, disons aussi. Hein. Il y a quelque chose d'un petit peu formel dans mon truc. Je ne peux pas recevoir les histoires de tout le monde
Non, non, venez pas lui raconter vos histoires après. Et donc, c'est cette idée. Alors, déjà, c'est cette idée quand je mets la petite annonce ou que je fais savoir que je vais recueillir des histoires, que les gens se disent qu'est-ce que je pourrais aller lui raconter. Donc, ils prennent rendez-vous et jusqu'au moment où ils viennent me déposer l'histoire, ils hésitent entre ça et ça et ça. Évidemment, on a chacun plusieurs histoires à déposer quelque part dans un livre. Et l'idée aussi, c'est que chaque lecteur puisse se dire « Ah, moi, qu'est-ce que j'aurais pu ou eu envie de raconter ?» C'est-à-dire, c'est mettre en marche un imaginaire collectif. Et même là, même si vous ne lisez pas le livre, je suis sûre que c'est déjà en marche pour vous, ou les gens qui ont écouté une émission de radio ou de télé où j'ai parlé des choses, c'est déjà en marche. Et c'est toute cette petite société, comme ça, invisible, de gens qui mettent en marche des confidences dans leur tête, ça me réjouit aussi. On va vous entendre, on va finir avec une lecture, mais tout de même, peut-être que maintenant vous avez la réponse à ma question, parce que finalement, quand je vous disais quelle était la démarche, moi ce que j'entends aussi, si je peux me permettre, c'est peut-être faire entendre des voix qu'on n'entend pas habituellement. C'est ça aussi, alors, il y a ça aussi, que vous faites, parce que c'est donner la parole à des gens qui n'ont rien demandé, au départ, et qui n'ont pas de choses à vendre, qui n'ont pas la parole publique, si facile que ça. Oui, puis qui n'ont pas des choses extraordinaires à raconter non plus. Mais ça vous rejoignez Daniela Ferrière, finalement. C'est choisir aussi des petites choses, le quotidien, des bribes, pour parler d'autre chose et pour parler du monde. Ça, vous êtes très proche sur ça. Du monde, et moi, un peu ma spécialité, peut-être, ce sont les émotions. Enfin, c'est ça mon terrain, quoi, surtout. Surtout. Et la littérature, bah oui, c'est ça. Je sais pas, quand on a 15 ans, enfin moi, quand j'avais 15 ans, l'auteur, je me sentais tellement proche d'un auteur japonais, ou comme Kawabata ou de Kafka, par exemple. Je ne connaissais rien, ni de la Tchécoslovaquie, ni du Japon, ni de leur vie, mais je prenais un livre et jamais personne n'avait parlé aussi bien de moi. C'est ça la littérature, si on doit donner une définition. C'est l'ailleurs, c'est l'ailleurs qui vient vous révéler. Et je pense que c'est quand même important aujourd'hui de dire ça, parce que c'est un peu à contre-courant. Je pense pas seulement aux élections, mais je pense aussi à cette chose où on dit que pour parler d'un sujet, il faut être dans ce sujet. Pour parler de l'homosexualité, il faudrait être homosexuel. Mais non, mais c'est une hérésie pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'autre qui va révéler mieux que soi-même les choses. On n'a pas besoin d'être au cœur des choses pour les raconter. En n'étant pas au cœur des choses, on a justement cette distance et cette curiosité. Si on est honnête, disons, on va réussir à en parler. Et voilà. Alors, est-ce qu'on peut vous entendre lire une ou deux de ces confidences ? Je regarde l'heure, on peut en lire une, c'est un peu pour finir, pour une des confidentes qui était vraiment hilarante, je dois dire. J'ai 32 ans, bientôt 33, je suis célibataire. L'année dernière, j'ai rencontré un certain, on va l'appeler Malek, moderniste de gauche, disons. Il boit, il fume. Chez nous, il y a de grandes méprises. Certains hommes pensent qu'ils sont modernes parce qu'ils ne se plient pas aux règles de la religion. Mais en fait, ce sont des archaïsmes ambulants. Aucun esprit critique, aucune question profonde sur eux-mêmes, leur relation aux femmes, aux enfants, au monde. Ce Malek que j'ai rencontré, avec qui j'ai eu une affaire, comme on dit en anglais, affaire. Cet homme marié, je le précise, et je précise également que je ne savais pas qu'il était marié quand nous nous sommes rencontrés, parce qu'il ne met pas son alliance. Cet homme qui est progressiste, donc, sa femme est très déçue de lui. Je peux deviner pourquoi, je le serais aussi si j'étais à sa place. Et comme elle ne s'autorise pas à avoir un amant, parce que nous vivons dans une société où c'est difficile, l'adultère pour les femmes, et quand je dis difficile, c'est un euphémisme, eh bien elle, sa femme, je parle de la femme de Malek le moderniste, a décidé de porter... Non, pas de porter plainte, de porter
Le voile. Pour faire chier son mari. J'aimerais que tu puisses voir sa tête quand il me raconte ça. Il prend son air de chien battu comme si c'était lui la victime et il me demande conseil. Je ne sais plus quoi faire, se lamente-t-il. Dieu est devenu l'amant de ma femme. Je crois qu'il aurait préféré un amant en chair et en os. Intéressant, non ? Le voile comme une façon de s'opposer à son mari, de s'en abstraire, et de s'abstraire des hommes en général, ces individus qui croient qu'être moderne, c'est avoir des maîtresses, fumer des blondes, boire du château Mornag, et dire quand il y a de la vaisselle à ranger « Ne t'inquiète pas, ma chérie, je m'en occupe », et puis qui ne le font pas, parce que l'important pour eux, ce n'est pas de ranger la vaisselle, mais d'avoir prononcé les mots magiques. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, je m'en occupe ». Malek, le moderniste. Et blablabla, et blablabla. Il parle, me raconte comment sa femme se comporte avec lui. Et moi, je pense, remets ton alliance, pauvre chérie, et ne reviens jamais me voir. C'est tout ce que je te demande. Merci infiniment. Juste, alors, une dernière question, et puis dire que effectivement, c'est des personnes extrêmement différentes, donc des histoires très différentes, plus ou moins graves, et c'est ça qui est fort dans ce livre-là. La dernière s'appelle What the fuck, et je voudrais quand même un mot sur cette confidence qui est très particulière, qui finit sur un pied de nez presque aussi, sur une drague ou un peu, et ce type est incroyable. Ouais, alors lui, c'est incroyable, c'est par téléphone, parce que en fait, sur la petite annonce, il y avait le téléphone. Donc à n'importe quel moment, je pouvais avoir un coup de fil. Bonjour, c'est pour une confidence. Voilà, c'est ça. Donc je me tenais toujours prête. Et donc là, ce jeune homme commence à me parler. Et puis ça s'appelle What the fuck, parce qu'il disait ça tout le temps. Il émaillait son discours en français. Il parlait un bon français, mais il était émaillé toujours de mots en anglais. Et il raconte, en fait, il me dit, j'aimerais te parler de l'amour, mais est-ce que ça t'intéresse que je te parle de l'amour ? Bah oui, bien sûr. Alors c'est l'amour et puis aussi des réseaux sociaux. Et en fait, je comprends petit à petit que c'est un serial séducteur par les réseaux sociaux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'intéresse pas à des filles très faciles, quoi. Il prend toujours des filles vraiment intéressantes, des féministes, des filles très engagées, etc., avec qui il lie des relations. Et donc, il enchaîne les choses, il me décrit ces femmes qui sont toutes européennes, françaises d'abord, puis allemandes, puis danoises, puis je sais pas quoi. Et ça continue. Et à chaque fois, il y a une espèce de truc comme ça qui s'emballe. Et au bout de 2 heures, je lui dis, peut-être que j'arrête là, il faut que j'ai un rendez-vous, je sais pas quoi. Et il me rappelle le lendemain matin, il continue. Et alors, j'aurais pu ne pas la garder. Et quelle est la part de réalité et la part de fiction dans cette confidence ? Je ne la connais pas. Ah oui. Mais en même temps, il était très exalté quand il parlait de ces femmes. Je l'ai gardé tel quel, enfin pas tel quel, c'est beaucoup plus court et ça fait 20 pages, ça aurait pu faire tout un livre. Mais bon, ce qui est amusant à la fin, c'est qu'il dit, j'ai vu que tu allais faire une lecture avant de ton départ de Tunis et j'aimerais vraiment te présenter mon ami, c'est sérieux cette fois-ci et tout, ok, donc il dit qu'il va venir et puis finalement il me dit, mais finalement je pense que je viendrai sans elle et est-ce que tu serais libre pour prendre un verre ? À 11h, librairie Al-Kitab, dimanche prochain, je serai là. Ma question, est-ce qu'il a été là ou est-ce que ça, c'est votre imaginaire ? Bon, je ne vais pas le dire. Ah bah voilà, c'est tant mieux. J'espérais pas de réponse. Mais il m'a dit ça vraiment. Oui. Ah. Non, il m'a vraiment... Enfin là, j'ai pas transformé son... Ça, c'est vrai. Nous oui, ne tout saurons à fait vrai. pas s'il était là. Mais voilà, s'il est là ou pas là, ce qui s'est passé entre nous. Et voilà, ça, c'est hors contexte et c'est hors littérature. Confidence tunisienne, Marie Nimi aux éditions Gallimard. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci beaucoup.